Richard, la semaine dernière au Québec, le gouvernement Legault a présenté ce qu'il appelle la loi constitutionnelle de 2025, un texte qui ne redéfinit rien de moins que les fondations du Québec moderne. Une constitution qui affirme la primauté de la laïcité, qui consacre l'avortement et l'euthanasie comme valeur fondamentale et qui efface toute référence à Dieu tout en interdisant à certains organismes d'utiliser des fonds publics pour contester ces lois. Certains y verront un geste de fierté nationale, d'autres une rupture morale et spirituelle sans précédent. Mais dans les faits, plusieurs observateurs y voient une dérive politique, voire idéologique. Mais tout d'abord, avant d'en discuter, je te présente une vidéo et qu'on la commente par la suite. On doit maintenant aller plus loin. Une rare déclaration ministérielle de François Legault. Le temps est venu d'affirmer d'une manière claire l'existence constitutionnelle de la nation québécoise. On agit, on prend les choses en main. À moins d'un an des élections, son ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, dote le Québec d'une première constitution québécoise, décrite comme la loi des lois. Nos lois vont être interprétées à la lumière de la Constitution québécoise qui va avoir primauté sur toutes les autres lois. Ça veut dire que de la façon dont nos lois sont interprétées, elles doivent l'être en fonction de la Constitution québécoise. Elle protège entre autres le libre choix du recours à l'avortement, le droit de mourir dans la dignité. Elle interdit l'utilisation de fonds publics visant à contester les lois du Québec devant les tribunaux, comme le fait par exemple la commission scolaire English Montreal avec la loi sur la laïcité. Ça va toujours être possible de contester les lois. Cependant, on ne peut pas utiliser l'argent des Québécois. Elle renforce également l'égalité homme-femme, remplace le titre de lieutenant-gouverneur par officier du Québec et prévoit la création d'un conseil constitutionnel chargé de surveiller les ingérences du fédéral. Le ministre modifie également la Constitution canadienne de 1867. Il y inclut la laïcité, le modèle d'intégration et la notion de droit civil du Québec. Nous donnons tous les outils à l'État québécois pour à la fois inscrire nos valeurs, inscrire comment est-ce qu'on veut que le droit soit interprété, renforcer nos institutions. C'est un objectif qui est transpartisan. Mais aussitôt déposé, aussitôt contesté. Elle ne changera rien. Elle ne changera rien. Elle n'aura pas d'effet. On s'est déjà fait imposer une constitution du fédéral. On n'a pas besoin de se faire imposer une constitution de la CAQ. Une constitution québécoise doit être le projet d'un peuple. Ce n'est pas le projet d'un parti politique ou d'un premier ministre qui rêve de passer à l'histoire. Les partis d'opposition déplorent l'absence de consultation publique en amont. Dès le départ, il y a un véritable problème de légitimité. Ils n'ont pas l'autorité morale pour déposer une constitution où est-ce qu'il n'y a eu aucune consultation. Pour le cannabis, on a fait une grande consultation avant de déposer un projet de loi, parce que c'est pas banal. La loi des lois, c'est tout sauf banal. Le ministre propose une consultation particulière élargie. Il y a beaucoup d'éléments qui m'ont été suggérés par les oppositions lorsque je les ai rencontrés. On a consulté des universitaires, des gens de la société civile, puis on va continuer de consulter. Il prend le pari de rallier tous les partis. Simon-Jolin Barrette se dit ouvert à des amendements. Il n'y a par ailleurs aucune disposition dans ce projet de loi qui empêcherait d'en modifier le contenu après son adoption. Richard, on présente ce projet comme un moment historique pour le Québec. Selon toi, est-ce réellement un geste d'État ou une opération de marketing politique pour redorer le blason du gouvernement Legault? B. B. Non, là, définitivement, il essaie de jouer le tout pour le tout. Ouais. Ma théorie, je pense que je l'ai mentionné ici, c'est que Legault est tellement en perdition, là, parce qu'il est devenu un boulet pour le parti, c'est que là, il essaye des recettes. Hein, ils ont gardé ça dans leur coffre. Pourquoi ils ne l'ont pas fait il y a 7 ans? C'est ça la question. Quand tu commences de feu de flamme, il y a 2 gouvernements majoritaires, il aurait dû arriver avec ce genre de projet-là, qui aurait nécessité des discussions sur plusieurs années avec les partis d'opposition et avec la population, dans des commissions parlementaires, pour légitimer. Je pense que ça a été bien dénoncé par les partis d'opposition. Ouais. C'est un processus qui est improvisé, qui est imposé. Et la chef du Parti libéral, par intérim, dit avec raison, on s'est fait imposer la loi constitutionnelle canadienne de 1982. Le Québec n'a jamais signé cette entente-là. C'est cette constitution-là qui est la force de loi. C'est elle, la loi des lois au niveau fédéral. Ouais. Qui fait fi de la Charte des droits même québécoise. La Charte des droits québécoise, quand on l'utilise sur les cours du Québec, c'est toujours parce qu'on répète à peu près la même chose que la Charte canadienne. Donc, il faut comprendre que cette Constitution-là n'a effectivement aucun effet
Donc, ça devient du marketing politique qui est très mauvais et qui ne permet, à mon avis, que de préparer le terrain pour le prochain chef de la CAQ, qui serait le ministre qui la dépose. Ouais. Hein, Jolin Barrette, qui a toujours été à la justice, malheureusement, il a le charisme d'un comptable, donc c'est pas très bon en politique. Mais si Legault veut tirer sa révérence d'ici Noël, comme Trudeau l'a fait l'année passée, ce serait une stratégie intéressante pour sauver les meubles, pas pour se faire élire, à mon avis, l'automne prochain, de l'année prochaine. Ouais. Mais ça fait partie d'un bouquet de mesures improvisées qui ont gardé en poche en disant, bien, nous, on est le parti des nationalistes, d'autonomie, mais en même temps, le PQ rêvait de faire une constitution québécoise, a toujours abandonné le projet parce que ça donne 0. Donc, il leur enlève le tapis marketing, ce qui est un bon coup politique à la veille d'une élection, et en même temps se positionne comme étant rassembleur et nationaliste à l'encontre du chef du Parti libéral qui, lui, est un fédéraliste pur et dur qui vient de débarquer. Là. Ouais. Le texte parle d'une constitution du peuple, mais il n'y a aucune consultation populaire qui a eu lieu à travers la province. Qu'est-ce que ça révèle, selon toi, sur la manière dont la CAQ conçoit la démocratie et la souveraineté du peuple québécois? Bien, la démocratie, on peut repasser, mais on est, depuis 2020, dans une ère de totalitarisme. Ouais. Et ça devrait sonner des cloches à des gens. On le voit à tous les niveaux. On le voit au niveau municipal. On parlait de Montréal tout à l'heure avec Thibodeau. Montréal a agi de façon totalitaire depuis les 10 dernières années en imposant des changements urbains inacceptables. Absolument. Tout le monde crie au meurtre et on n'a pas d'écoute. C'est un rouleau compresseur. C'est ça, un régime totalitaire. Et la CAQ, depuis 2020, a goûté à cette drogue-là. Et là, nous impose quelque chose, ou je ne sais pas, essaie de l'imposer, mais ça fait chou blanc. Ouais. Ils disent que c'est transpartisan. Hein? C'est les mots du ministre. Et là, tout de suite, tu demandes aux partis d'opposition, les trois disent jamais de la vie. Ouais. Alors, comment peux-tu dire ça et pas penser qu'on va te présenter la clip à la télé avec les deux en confrontation? Donc, c'est comme si la vérité a plus son poids. Bon, on l'a vu même dans ce qui s'est passé avec Maxime. Bien, tout à fait. Mais nous, ici, on présente la vérité dans tous les points de vue. Et naturellement, ça dérange la vérité. On ne veut pas que ce soit entendu quand on vit dans le mensonge. Mais un régime totalitaire est automatiquement dans le mensonge parce qu'il impose un agenda qui est à l'encontre de l'intérêt de la population. En plus que la Constitution du Québec resterait subordonnée à celle du Canada. Cette loi donne-t-elle vraiment plus de pouvoir au Québec ou n'est-elle pas une illusion d'autonomie seulement? Tout à fait, parce que la Constitution n'est pas subordonnée à Ottawa. Elle n'existe pas. C'est pas dans l'institution d'une province d'avoir une Constitution qui servirait d'interprétation pour les tribunaux. Parce que c'est de ça qu'on parle. On parle de l'application de la loi. C'est beau légiférer à Ottawa ou à Québec, mais à un moment donné, il faut que la police débarque puis il faut que les juges tranchent. Et c'est là que le juge ne va pas se fier sur la Constitution du Québec, comme il ne se fie pas sur la Charte des droits et libertés du Québec. Les juges du Québec vont la nommer pour y donner une prestance. Bien, parce qu'ils ont été nommés, eux, par le gouvernement du Québec, donc ils vont dire que ça existe, mais jamais ils peuvent fonder leur jurisprudence basée là-dessus. Il faut qu'ils fondent leur jugement sur le code criminel, par exemple, sur les lois fédérales. Donc, on a beau faire des sparages politiques, ça donne 0 en bout de ligne, et l'opposition l'a bien dénoncé. Est-ce que la population va tout soudainement se sentir plus autonome et mieux protégée? Mais on peut parler du contenu de cette pseudo-constitution-là, parce que ça, c'est aberrant, là, ce qu'ils ont mis là-dedans. Oui. Bien, j'y arrive, parce qu'on a répliqué, on a fait un copier-coller sur ce qui s'est fait dans la Constitution en France. Le projet de loi érige maintenant l'avortement et l'euthanasie au rang des valeurs fondamentales de la nation québécoise. Comment un gouvernement peut-il inscrire dans la Constitution même de l'État des actes qui mettent fin à la vie humaine? Bien, depuis qu'on a décriminalisé l'avortement, parce que ça fait plusieurs décennies là, qu'on aurait dû comprendre ce qui se passait, on fait des sacrifices humains dans un pays civilisé comme le Canada, aux États-Unis, partout, en Occident. Un sacrifice humain, ça entraîne des conséquences au niveau spirituel, au niveau cosmique, là, peu importe comment on va l'appeler, mais on ne peut pas tuer nos enfants puis qu'il n'y ait pas de conséquences à ça. Alors, on est passé d'un pays qui tue ses enfants
Après ça, on s'est dit, on a légalisé l'euthanasie, suicide assisté, qu'on a enrobé de plusieurs façons. Aujourd'hui, on commence à voir les désastres de ça. Et là, l'étape ultime, c'est de constitutionnaliser tout ça. On met ça comme étant un droit fondamental maintenant. Que personne, aucun élu, ça donne quoi d'aller aux élections si on ne peut pas renverser des décisions aussi aberrantes que celle-là? Alors, c'est pas parce qu'on dit que ça, c'est la Constitution et ce sont nos valeurs, comme on nous remplit depuis des décennies en nous disant les valeurs canadiennes, les valeurs québécoises, c'est toujours de la bouillie pour les chats. Qu'est-ce qu'on fait des valeurs civilisationnelles qu'on a détruites, qu'on a tassées et qu'on tente de passer sous silence pour les générations futures? Absolument. Alors, les femmes aujourd'hui qui disent « mon droit, c'est l'avortement », bien, vous repasserez, là, ça ne fait aucun sens au niveau de la politique dans un pays qui serait démocratique. Alors, on est vraiment dans un régime totalitaire qui, là, est à bout de souffle et qui, là, improvise des décisions et prétend, parce que le mot qui est important dans tout ça, c'est qu'ils prétendent que la Constitution va être applicable et va être la loi des lois, comme ils disent. C'est tout des slogans, là. Ouais. Le projet de loi affirme que lorsqu'il y a conflit entre la liberté de religion et le principe d'égalité homme-femme, c'est l'égalité qui doit toujours l'emporter. Autrement dit, la foi devient tolérée, mais seulement si elle ne contredit pas les valeurs définies par l'État. Selon toi, est-ce qu'on assiste ici à une redéfinition de la laïcité, une laïcité qui ne protège plus la liberté de croire, mais qui impose une vision idéologique des rapports entre hommes, femmes et foi? On mélange tout parce que c'est un programme marxiste. Le mondialisme, c'est du marxisme pur à l'échelle planétaire. Ce qui est nouveau là, pour notre génération, c'est qu'on peut réaliser un régime totalitaire, mondial, marxiste, ce qui était impossible avant. Avant, les empires, là, c'était quelques continents là, au mieux. Donc, on est vraiment dans une capacité aujourd'hui d'action qui est énorme, mais c'est du marxisme pur. L'égalité des femmes, l'avortement, la culture de mort. Tout ça nous est imposé comme étant devenu la nouvelle civilisation, ce qui est une aberration à sa face même, que personne n'ose adresser. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est une constitution, c'est un torchon, carrément. Et si jamais c'était pour faire un pont d'or pour le nouveau chef de la CAQ en janvier, bien, c'est une stratégie politique qui peut fonctionner un peu. On peut y donner un peu de crédit sur ce côté-là. Mais sur l'aspect juridique et constitutionnel, c'est 0 plus une barre. Ouais. Alors, il faut regarder beaucoup plus à moyen et long terme. Ce qu'on vise là-dedans, et on le dit souvent à l'émission ici, ce sont des politiques anti-chrétiennes. C'est ce que je m'en allais dire. Sans qu'on ait le nom. On ne veut pas dire qu'on se bat contre la religion chrétienne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on met toutes les religions dans le même bateau et on dit qu'elles sont toutes mauvaises parce que la préséance va toujours être ce qu'on appelle la laïcité, qui est de l'athéisme, carrément, institutionnalisé. Alors, tu crois que tu crois en rien, ça, c'est leur base intelligence qu'ils veulent imposer à la société. Bonne chance. Les jeunes commencent à comprendre, les jeunes de 20 ans là, commencent à voir qu'il y a une lumière au niveau de la chrétienté. Les États-Unis, la distribution des Bibles est rendue à 40 % plus élevée qu'avant. On commence à voir que ça a de l'impact de parler vrai par rapport à ce que les États nous présentent, qui est faux. Ce torchon-là, c'est faux. Tu sais, Richard, quand un État, parce que c'est ce qui est arrivé au Québec, quand un État choisit de bannir Dieu de sa Constitution, c'est pas seulement un détail symbolique, c'est un acte de rupture. Puis selon toi, qu'est-ce que ça révèle sur la dérive spirituelle du Québec moderne aujourd'hui? Bien, le Canada le fait avant le Québec. Et c'est le Canada qui a la loi constitutionnelle, donc qui a la possibilité de criminaliser les choses. C'est pour ça que la décriminalisation de Trudeau père de l'avortement, c'est un scandale éhonté. C'est de dire on enlève une criminalisation, hein, et on le voit depuis ce temps-là, comment on a décriminalisé à peu près tout. Tu as 3 pères là, qui sont passés à la TV avec un enfant. Ouais. C'est de la polygamie. C'est toutes des choses qui sont encore interdites au niveau du code criminel et on nous présente ça comme étant les nouvelles valeurs. Alors, on est en train d'imposer, par le marketing des médias, des nouvelles valeurs pour que les gens se disent, gobent ça, puis disent, bien, c'est ça maintenant, il faut s'adapter à notre époque. Il y a de l'eau dans le gaz. Les gens commencent de plus en plus à se percevoir que ça n'a pas de bon sens. Ouais. Parce qu'on voit, on parlait d'Internet tout à l'heure, on voit de plus en plus les critiques instantanées de tout ce qui se passe rapidement. Et c'est pas pour rien qu'on veut faire des lois
qui nous empêche de parler sur Internet et publiquement. Donc, on va être obligé d'être dans les parcs sur une caisse de bois pour dire ce qu'on pense. Mais tant mieux. Et ce sera peut-être ça l'avenir à court terme. Et on pourra défendre, justement, la liberté de religion qui est fondamentale. C'est ce qui a fait notre civilisation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir des gouvernements qui sont... on est riche d'être au Canada, là, soyons clairs. Là, quand on se compare à travers le monde, on a bâti une richesse énorme qu'on est en train de dilapider. Ça fait 2 fois que tu parles de décriminalisation de l'avortement. Pourquoi tu ne fais pas juste dire légalisation de l'avortement? Bien, c'est parce qu'ils ne l'ont pas légalisé. Ils n'ont pas fait de projet de loi en disant que l'avortement, c'est ici ou c'est ça. Ils ont juste empêché que ce soit criminel. Donc, les médecins qui avortaient étaient des criminels. Les femmes qui allaient se faire avorter étaient considérées comme criminelles, un peu comme la prostitution. Le client est aussi criminel que la prostituée. On travaille par défaut. C'est beaucoup plus facile politiquement. Et dans les années 60, bien, le contrôle des médias de masse, qui était unique, il n'y avait pas d'Internet. Alors, on pouvait parler avec nos beaux-frères à Noël, mais on ne pouvait pas avoir les critiques à l'échelle planétaire rapide sur Internet. Aujourd'hui, quand il se passe quelque chose en Angleterre, comme on le voit avec l'imposition de Digital ID, l'identifiant bionumérique, c'est imposé d'ici Noël. Et là, tu as un tollé qui s'élève parce que tout le monde est en réseau et est capable de réagir. Donc, dans les années 60, on décriminalisait, puis on passait ça sous silence. Et moi, quand je suis arrivé avec Harper, on était les restants du Reform Party, qui était très chrétien dans ses valeurs. Et tout à coup, on coupait ça comme des tranches de salami. On ne se battra pas contre l'avortement. On ne se battra plus pour le mariage, que ce soit exclusivement entre un homme et une femme. Et tranquillement, on nous enlève ce qui était avant les normes par défaut. Et non pas par législation, comme les libéraux l'avaient fait avec le mariage. Harper s'était battu personnellement contre ça. Il devient premier ministre et il passe ça sous silence. Donc, il y va par défaut. Mais le fait d'intégrer l'avortement dans la Constitution, par défaut, ne devient-elle pas une constitution. Oui, c'est je sais. Le problème. C'est ça le problème. Mais ne deviendrait-elle pas, par défaut, légalisée à ce moment-là? Bien, si c'est la loi des lois, oui. Mais vu que c'est pas la force qu'on a, c'est un peu comme SACLIC. SACLIC, c'était la première stratégie en Amérique du Nord d'identifiant bionumérique. C'était ici. Le permis de conduire, la santé, le compte bancaire. Une fois qu'ils ont mis tout ça ensemble, là, et souvenez-vous, dans SACLIC, ce qu'ils demandaient, c'était des références pour aller dans les autres dossiers. L'avantage qu'on a au Québec, c'est qu'on est dirigé par des morons. Donc, ils ont flambé 1 milliard, mais 1,5 milliard. Sauf que ça a foiré, donc là, c'est à recommencer. Même chose avec l'idée de la Constitution. C'est que si c'était Constitution solide sur laquelle les tribunaux vont travailler à partir de l'adoption de la loi, bien là, tu diras on est dans le trouble parce qu'ils viennent de mettre comme valeur fondamentale l'avortement, etc. Mais vu que c'est un torchon, bien, ça n'a aucune valeur, alors tout le monde hausse les épaules et on passe sur notre appel. Le projet interdit à des organismes d'utiliser des fonds publics pour contester certaines lois. Est-ce que ça revient à museler toute opposition judiciaire et médiatique? Oui, mais c'est déjà le cas depuis longtemps. Le gouvernement libéral à Ottawa, libéral au Québec, et la CAQ, c'est un gouvernement libéral. Le Parti québécois, c'est un parti socio-démocrate qui avait des politiques très libérales. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on finance des organismes qui viennent contester différents projets de loi, différentes décisions. Donc, c'était un moyen de financer des oppositions, mais dans un sens qu'on veut toujours, c'est-à-dire la fenêtre d'Overton vers la gauche tout le temps. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, la fenêtre est complètement ouverte. Il n'y a plus de négociation possible. Tu n'es pas en train de travailler sur le centre politique, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. On s'en va toujours à l'extrême gauche. Donc, il est temps aujourd'hui de fermer les lumières, c'est-à-dire qu'on va couper l'Internet à tous ceux qui ne pensent pas comme nous et qui ne parlent pas comme nous, alors qu'avant, on finançait ceux qui les maintenaient en respect. Un peu comme Antifa, on se demande où ils prennent leur argent. Bien, ils prennent leur argent dans des canaux comme ça, parce que ça fait l'affaire de ceux qui les envoient casser des vitrines. Et c'est la même chose partout. Là, la preuve, la manifestation sur l'avortement, quand vous avez fait la marche pour la vie, bien, vous avez les syndicats qui sont financés par l'État, soyons clairs. Là. L'État oblige les syndiqués à donner quasiment 100$ par semaine de leur paye
à des regroupements de représentation. Google est capable de représenter les travailleurs aujourd'hui. Tu peux savoir tous tes droits en 5 minutes. Ouais. Pourquoi on paye des fortunes aux syndicats? C'est pour les obliger, justement, à venir tenir tête à des groupes comme Campagne Québec-Vie, qui faisait une marche pour la vie et qui allait à l'encontre des politiques du gouvernement Legault, encore une fois, qui veut imposer l'avortement comme un droit fondamental. Ouais. J'ai le droit de tuer. On est rendu là. C'est fou quand même. On sent dans ce texte une volonté d'écrire notre propre récit collectif. Mais peut-on vraiment écrire une constitution quand la mémoire nationale est effacée, la foi marginalisée et l'histoire réécrite? Réécrire est le bon terme. On a effacé l'histoire et là, on est en train de la réécrire pour que les gens, comme je disais tout à l'heure, de nouvelles générations ne sachent même pas ce qui s'est passé avant. L'avantage qu'on a de vieillir, c'est qu'on a participé à des événements que quand on parle de ça à des 20-30 ans, ils disent « Voyons donc, là, c'est surréel ce que tu me dis. » On a des points de référence. Bien, nous, on était là. On était sur place, donc c'est facile de s'y référer. Et on comprend que cette mémoire collective-là, on ne la transmet pas. Clairement. Pourquoi? Parce qu'on pousse l'agenda toujours dans le même sens. Alors, l'ignorance est devenue notre système d'éducation à plusieurs égards, notamment au niveau de l'histoire. Et c'est pas pour rien que tout l'aspect chrétien est complètement... On a jeté l'enfant Jésus avec l'eau du bain. Ouais, c'est quoi de le dire. Pourquoi? Parce que depuis 1960, c'est une scission complète. Et nous, avec nos présentations pro-vie, anti-euthanasie, etc., vient tellement déranger leur agenda que là, comme je disais tout à l'heure, il arrive à l'étape de fermer les lumières. Vous ne pourrez plus parler sur Internet personnellement ou comme organisation. Et après ça, ça va beaucoup plus loin. On voit qu'on va même aller obliger les compagnies de téléphonie à donner des accès de façon secrète. Alors, contre qui on se bat? Si on ne réalise pas que c'est David contre Goliath déjà, et qu'on a déjà gagné d'avance. Donc, l'espoir pour les gens, comme on le disait tout à l'heure, comme tu le disais dans ton reportage, c'est que nous, on a gagné. Il ne faut pas se stresser devant tout ça, mais il faut voir l'ampleur du défi. Alors, ceux qui se battent pour la vérité de façon humaine, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ouais. Parce qu'ils se battent contre trop fort par rapport à eux, alors que nous, on a un pouvoir aussi grand que David contre Goliath. Alors, on a besoin d'avoir une fronde bien préparée et de bien viser juste. Et ça, c'est la Bible qui nous l'enseigne. Le plan est déjà écrit. Ouais. Fait que l'espoir, il est total pour les chrétiens, surtout quand le gouvernement est rendu à faire des politiques anti-chrétiennes très claires. Oui. Bien justement, tu sais, politique chrétienne, on parle de vérité. Qu'est-ce que dit ce moment de notre rapport à la vérité, la continuité du Québec? Bien, premièrement, parlons de l'aspect français. Là. En Amérique, on pourra repasser avec l'immigration, tout ce qu'on a fait. Il faut regarder que toutes les institutions sont complètement noyautées. Depuis 2020, on peut dire qu'on est dans un système totalitaire. Je pense que si les gens ne le réalisent pas, on vient d'emprisonner deux citoyens impeccables et honnêtes qui disaient « on se fait couper notre gagne-pain », les camionneurs. Là, ils écopent de 16 et 18 mois en garde à vue à la maison, alors que quelqu'un qui commet un crime est sorti de prison au bout de 2 mois. C'est Steve Lartiste qui disait ça. J'aurais dû accepter 6 mois de prison, j'aurais fait 2 mois de prison. Là, je fais 6 mois à maison. C'est assez intéressant comme parallèle et ça montre que les institutions sont complètement gangrénées. Alors, qu'est-ce qui advient de l'avenir du Québec pour ta question? Bien, ça va dépendre de ce qu'on va faire dans les prochaines années. L'avantage qu'on a, c'est que tout se déroule tellement rapidement au niveau mondial que ça va s'effondrer rapidement parce que ça va s'effondrer. Et quand ça s'effondrera, on va être assez, on va être assez vivant pour se souvenir de ceux qui ont participé à ça. Les médecins actuellement qu'on rencontre, moi, je les juge énormément. Vous avez fait quoi depuis 2020, 2022? Vous étiez la police qui voulait, premièrement, nous injecter un poison. Vous ignoriez la vérité qui est la science. Et là, vous essayez aujourd'hui de dire que, oh, c'est pas grave. Non, 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 on s'en souvient et on vous connaît. Ouais. Même chose pour les avocats, même chose pour tout le monde. Alors, il faut à un moment donné qu'il y ait une prise de conscience et qu'il y ait un basculement par rapport à tout ça. Mais ça n'arrivera pas à court terme et c'est pas avec des petits moyens que l'on a. Si on se fait fermer l'Internet, comme je disais tout à l'heure, puis qu'on est sur une case de bois dans un parc, bien, on va parler à 200-300 personnes maximum et non plus à 20 000, 30 000, 1 million. Fait que c'est à venir, ça vient vite, mais à court terme, cette constitution-là, la bonne nouvelle, c'est que c'est un torchon qui va aller au vidange.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Richard. C'est vraiment apprécié. Vous savez, ce soir, nous avons vu 3 visages d'un même malaise. Une ville qui cherche son âme à travers ses dettes, ses comptes et ses divisions. Un pays où dire la vérité devient un crime. Et un monde qui échange l'or contre du papier, la foi contre la peur, la liberté contre le contrôle. Mais au fond, ce n'est pas seulement une crise économique ou politique, c'est une crise spirituelle. Nous avons remplacé Dieu par les institutions, la vérité par la perception et la foi par la technologie. Comme autrefois à la Tour de Babel, l'humanité érige aujourd'hui ses tours numériques, ses monnaies programmées et ses lois progressistes, croyant bâtir un paradis sans Dieu. Et pourtant, c'est précisément dans cette confusion que retentit encore l'appel du Christ où il dira dans l'Évangile de Jean au chapitre 14, le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors que nos gouvernements veulent redéfinir ce qu'est la vérité, Jésus nous rappelle qu'elle n'est pas une opinion, mais une personne vivante. Pendant que nos politiciens promettent sécurité et contrôle, Jésus nous offre la paix véritable, celle que le monde ne peut ni donner ni ôter. Et pendant que les nations s'effondrent sous le poids de leurs mensonges, le royaume de Dieu demeure, lui, inébranlable. Jean chapitre 8, le verset 32 nous dira « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Alors oui, notre monde chancelle, mais l'espérance ne s'est pas effondrée. Loin de là. L'espérance porte un nom, elle a définitivement un nom, et son nom est Jésus-Christ. Il est la seule monnaie qui ne se dévalue pas, la seule fondation qui ne s'écroule pas, la seule lumière qui ne s'éteint pas. Ésaïe, le chapitre 60, le verset 2 nous dira « Car les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi se lève l'Éternel et sa gloire apparaît sur toi. Car les ténèbres couvrent la terre, pardonnez-moi, mais sur toi se lève l'Éternel et sa gloire apparaît sur toi. » À l'heure où les tours du monde moderne s'élèvent sans Dieu, souvenons-nous de ce qui suit. La vérité n'est pas un concept, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. La vraie nouvelle au cœur de toute l'actualité. C'était Jean-François Denis qui vous dit bonne réflexion et à la semaine prochaine.